Bien le bonjour, ici Bruno Guglielminetti, très heureux de vous accueillir pour cette 31e édition du colloque du risque dans un format un peu particulier, hein, parce que ça va se passer sur 2 après-midi et on est très content de vous avoir comme ça qui venez nous rejoindre en ligne. Je vous voyais arriver, j'ai presque l'impression que on est en présence là parce que je vous vois arriver sur le tableau où vous allez rejoindre des gens sur les tables virtuelles, les espaces virtuels et je vous remercie d'être là. D'ailleurs, je vous mentionne tout de suite en partant, vous pouvez vous promener d'une table à l'autre. Vous avez juste à aller rejoindre une table que vous souhaitez aller visiter, puis vous allez pouvoir voir ces gens-là. Alors, on peut se promener dans l'interface. Sinon, donc, grande rencontre, 31e édition, c'est pas rien, et une édition qui se fait sous le thème de la cybersécurité, vous imaginez bien, hein, c'est dans l'air du temps, et cette édition, elle est intitulée Cybersécurité, ensemble vers la nouvelle normalité. Je pense que le thème dit tout, mais c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est en train d'être ce qu'on est en train de définir chacun dans son milieu de travail. Et au cours des 2 après-midi, donc aujourd'hui et demain, vous allez voir qu'on a une panoplie, une sélection là, de conférenciers qui vont venir vous parler de ce sujet-là sous différents angles, pardon. Et vous allez voir, c'est assez inspirant de voir ce qui se fait. Alors, concrètement, aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à 16h50. On aura 3 conférences et puis ensuite, ce sera suivi de 2 ateliers qui vont se faire en simultané. Et tout au cours de l'après-midi, là, je vais vous aider à vous retrouver dans l'interface, mais je vous invite évidemment à la visiter, à regarder. Et puis, entre chaque conférence, il y aura aussi un temps pour aller visiter les exposants, les commanditaires qui sont là, parce que vous imaginez bien, hein, je vous le dis à tous les ans, mais cet événement-là, le colloque du risque, c'est possible parce qu'il y a des entreprises qui y croient et qui sont là pour supporter l'organisation. Alors, je tiens absolument à les mentionner. Les précieux commanditaires, on parle de Micrologic, AWS, Canary, Sierra, Microsoft et Fortinet. L'équipe de l'organisation a également eu le support de OVH Cloud, Cisco, ITI, ProContact, Citrix, Juniper et Gartner. Et tous ces gens-là, ils sont présents virtuellement, évidemment, dans l'écosystème du colloque en ligne. Et donc, il sera possible, je le répète, d'aller les visiter, d'aller les voir. Et dépendamment de ce que vous décidez de faire, vous pouvez aller voir le matériel qui vous est offert, mais vous pouvez également entrer en contact avec des gens qui sont là pour répondre à vos questions. Alors, il est possible d'avoir une interaction avec les exposants. La plateforme qui est connectée, c'est important de le dire, hein, c'est Connexion.tv qui propulse le colloque tout au long des 2 jours. Et donc, vous allez avoir la chance de par leur interface. Si c'est la première fois que vous faites un tour là-dessus, vous allez voir, il y a plein de choses à faire, beaucoup d'informations à aller voir sur, évidemment, les conférenciers, les commanditaires qui sont là, mais aussi les participants, les autres participants, parce qu'il y a tout un système de réseautage. Et je vous le redis, c'est important. Prenez le temps pendant les pauses ou même à l'occasion, peut-être pendant les conférences, vous pouvez vous déplacer de table en table pour aller voir qui est là. Mais évidemment, bon, l'important, vous êtes ici pour suivre les conférences. Alors que vous soyez chez vous, que vous soyez au bureau, dans le laboratoire, caché quelque part, on est très heureux de vous retrouver avec nous aujourd'hui. Et chacune des conférences, c'est important de savoir, est enregistrée. Elles seront disponibles ultérieurement et le risque va évidemment vous tenir au courant de savoir à quel moment et où vous pourrez revoir ces conférences-là si vous en avez manqué des bouts. Et puis demain, à la pause de 14h30, je tiens à mentionner qu'il va y avoir un lot d'une valeur de 500 $ qui sera tiré. J'aurai ça, c'est grâce à la technologie. Ils sont arrivés avec quelque chose de très fort, une grosse roue de la fortune virtuelle. Évidemment, j'ai pas ça dans mon bureau, ça rentrait pas. Et je vais faire, et c'est vraiment le hasard qui va faire que il y a un des participants ou une des participantes qui va recevoir ce lot-là. Vous allez voir. Mais ça, c'est demain à 14h30 exactement lors de la pause. Alors, sur ce, je suis très heureux de vous retrouver, même virtuellement. Je suis content de vous voir. Je vous vois vos tables arriver. Je vois des tables complètes là qui sont le maximum, c'est 9 personnes. Puis je vois qu'il y a plein de tables complètes. Alors, c'est bon signe. Heureux de vous savoir là. Nous, on va commencer tout de suite avec les hôtes de l'événement. Je pense évidemment à Marc Denoncourt
et à Richard Lacombe qui sont là, Marc Denoncourt, président du conseil d'administration du risque, et Richard Lacombe, directeur général du risque, qui sont là évidemment pour vous adresser les premières paroles. Alors, Marc Denoncourt, d'abord, merci, et puis je vous cède tout de suite la parole. Au colloque 2021, un beau colloque, un colloque sur le thème de la cybersécurité. Un thème qui est définitivement en lien direct avec la mission du risque. Comme vous le savez, le réseau, c'est une chose, c'est ce qui est notre mission de base, mais on ne peut pas faire fonctionner un réseau sans tenir compte de la cybersécurité. Donc, un thème très approprié. Il y aura également d'autres présentations là, sur l'info nuagique, la communication quantique, et la donnée dans un contexte de réussite scolaire. Tout ça pour dire que le réseau supporte la mission de la recherche et de l'éducation, et c'est pour ça qu'on existe. Je tiens à remercier le comité organisateur pour l'organisation de cet excellent programme. On me dit qu'on a environ ou un peu plus que 250 participants inscrits, donc c'est un gros colloque, malgré qu'il soit virtuel, on peut en être fiers. Je tiens à remercier également les présentateurs qui ont pris le temps de se préparer et qui viennent ici aujourd'hui. C'est toujours très apprécié. Ce sont tous de bons présentateurs. En fait, on a un agenda vraiment d'actualité, puis je tiens à les remercier personnellement. Avant de passer la parole au directeur général, je ne peux pas passer sous silence la présence de deux anciens DG. Donc, Daniel Bessner est avec nous en présence virtuelle et Michel Vanier. Deux DG qui ont contribué grandement au succès du risque dans le passé et qui nous ont amenés à où on est aujourd'hui. Donc, je leur fais un salut pour noter leur présence et leur contribution dans le passé. Alors, sur ça, je passe la parole à notre DG actuel, Richard Lacombe. Richard, à toi la parole. Oui, merci beaucoup, Bruno. Merci, Marc, pour l'introduction. Et puis, bienvenue à tous à notre colloque, nouvelle édition du colloque. Cette fois, avec une interaction en direct. L'an dernier, on vous a offert des capsules préenregistrées, mais c'est bien de pouvoir renouer avec vous l'expérience d'interaction, de communication entre les différents membres et partenaires, mais aussi de pouvoir aller consulter les kiosques, voir les partenaires, les solutions qu'ils ont à vous offrir. Ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ma vidéo l'an dernier, qui ne me connaissent pas, donc j'ai été directeur des technologies de l'information pendant une vingtaine d'années en enseignement supérieur et donc un membre du risque bénéficier des services qui m'étaient offerts dans mes établissements autour de la connectivité et des services d'accès. Donc, je connais bien l'organisation. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et la thématique de présentation que j'ai, c'est sur le plan stratégique 2021-2024. On est très fiers de ce nouveau plan stratégique qui est une collaboration, bien sûr, avec l'équipe, mais aussi une grande consultation de notre écosystème. J'aimerais vous faire part, dans un premier temps, de la démarche qu'on a prise pour faire ce plan stratégique. J'ai présenté des parties de démarche à notre Assemblée générale annuelle, mais pour le bénéfice de l'Assemblée aujourd'hui, permettez-moi de réperter certains de ces éléments. Alors, au départ, vous dire que la réflexion stratégique s'inscrit avec plusieurs sources qui nous ont permis de regarder ce qu'on avait, ce qu'on veut aller. Première chose, c'est le plan 2018-2021 que nous avons complété avec succès au 31 mai dernier. Ce plan, avec les réalisations, a été présenté au conseil d'administration. Grande majorité de ces actions ont été complétées. Celles qui étaient en cours ou encore à travailler, nous nous sommes posé la question à savoir si ces éléments devaient être soit mis en mode opérationnel pour la continuité ou réintégrés au niveau du plan stratégique 2021-2024. Bien sûr, on a regardé aussi tout l'environnement, donc avec une analyse qu'on appelle PESTEL, qui est le politique, l'économique, social, technologique, environnemental et légal. Et on a aussi fait une analyse force, faiblesse, opportunité, menace en comparant la situation que nous avions au plan stratégique 2018-21 et regardant les éléments que nous souhaitions intégrer dans cette nouvelle planification. Mais le contexte, c'est aussi nos parties prenantes qui sont fort nombreuses, donc nos membres, nos partenaires, mais aussi tout l'écosystème gouvernemental, les autres partenaires du réseau d'éducation et de recherche nationale de Canaries, donc les autres provinces, certains comparables donc, que nous avons utilisés, nous avons sollicité des collègues de provinces qui offrent des services similaires, de taille similaire au risque.
regarder bien sûr les éléments de tendance technologique. Nous sommes une organisation qui veut être à l'avant-garde, savoir ce qui s'en vient, voir venir. C'est un élément important qu'on veut intégrer dans notre plan. Et nous avons fait aussi un sondage de satisfaction, une collecte des besoins et des opportunités auprès de l'ensemble des parties prenantes. Et vous avez été nombreux à répondre à l'appel. Je vous en remercie. Toutes ces réponses ont été utilisées, considérées et traitées dans le cadre de l'analyse du plan stratégique. Notre cible, évidemment, était d'arriver avec une vision pour 2024. Nous avions mis sur la table la question de la mission, de la vision et des valeurs. C'était une préoccupation pour moi de savoir, on doit en faire une relecture, déterminer si elle répond toujours aux besoins et aux ambitions du risque. Et dans le cas où on répond qu'on a besoin de faire des ajustements, regardons comment on peut adapter ces textes pour bien représenter ce que l'on fait et ce que l'on veut faire. Revoir un peu les services qui sont à offrir, regarder les services existants, les nouveaux services à développer. Tout ça pour arriver avec un plan qui devrait se trouver autour de 3 à 5 grandes priorités stratégiques et de 2 à 3 objectifs par priorité. Donc, nous avons un plan avec 17 objectifs. On répond tout à fait à cette cible et ce plan sera doté par la suite d'un plan d'action et d'un tableau de bord. Alors, pour notre consultation, vous rappelez quand même que le risque, nous desservons 163 organisations. Nous avons 100% des universités et cégeps comme membres propriétaires du risque, mais aussi très grand écosystème en éducation avec 60 des 72 centres de services scolaires, commissions scolaires qui sont branchés au risque et une multitude d'autres établissements dans le secteur de la recherche et centres hospitaliers universitaires et d'autres organismes culturels de services et de formation. Donc, cette consultation que vous voyez sur la gauche avec l'ensemble des personnes, 415 personnes au total ont répondu à notre appel pour le sondage. Et nous avons aussi mis sur pied certains groupes de travail pour représenter les organisations, mais aussi dans des créneaux très pointus. Vous les voyez dans le haut de ma ligne de temps. Nous avions un comité de stratégie qui représentait les universités, les cégeps, centres de services scolaires, l'écosystème de recherche et les partenaires. Nous avons aussi sollicité des gens particulièrement au niveau du groupe de travail recherche, des gens impliqués au niveau des centres collégiaux de transfert technologique, au niveau des grappes de calcul, Calcul Québec avec l'Alliance numérique canadienne. Et nous avons aussi consulté la table nationale des centres de services scolaires pour avoir une vue d'ensemble des besoins et se projeter vers les nouveaux services à offrir. Dans le bas de ma ligne de temps, nos instances formelles de gouvernance ont aussi été sollicitées. La première en liste, notre comité consultatif, qui se veut notre comité aviseur en technologie et en tarification. Donc, ce groupe a bien sûr vu l'ensemble des éléments que nous avions sous la main, consultés sur les besoins à offrir. Le conseil d'administration, je tiens à souligner le travail exceptionnel des membres du conseil d'administration, des gens bénévoles qui sont toujours présents, qui nous accompagnent avec leurs compétences et avec leur savoir. Et nous avons eu une journée complète de réflexion autour des éléments que nous avons recueillis dans notre processus. Le comité exécutif, bien sûr, a regardé les premières ébauches. Le comité stratégie a vu, dans le fond, la dernière version du plan stratégique avant recommandation au conseil d'administration en leur demandant, compte tenu de tout ce que nous avons recueilli auprès de la communauté, ce que vous savez du risque, est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on répond bien aux besoins que les gens nous ont mentionnés? Et suite à cette consultation, fier d'annoncer que le conseil d'administration a approuvé le 17 septembre dernier le plan stratégique 2021-2024. Maintenant, quelques résultats du sondage, parce qu'au-delà des besoins, nous voulions savoir votre appréciation sur le risque et nous sommes très fiers des résultats, certainement très heureux de voir que nous répondons en si haut pourcentage à vos besoins et à vos perceptions par rapport aux services que le risque offre. Dans un premier temps, mentionner que 95%, c'est notre satisfaction moyenne à l'égard des services qui sont offerts au risque. Vous avez une perception générale de 98% favorable, positive à l'égard du risque. Et par rapport à vos relations, vous avez répondu à 99% satisfait des relations que vous avez avec nous. Donc, c'est un signe que l'équipe fait les bonnes choses. On veut poursuivre en amélioration continue toujours ces relations avec les membres et partenaires, mais c'est une base très solide pour laquelle nous sommes très contents de ces résultats. Maintenant, au niveau du plan stratégique 2021-2024. Une des questions que je vous mentionnais tout à l'heure, c'est est-ce que la mission et la vision
répondre toujours aux ambitions et à ce que l'on fait au risque. Un des éléments que nous avons trouvé au niveau de la mission, c'est que nous avions 3 pistes. Nous avions des textes importants, difficiles quelquefois à mémoriser ou même à pouvoir véhiculer. Donc, nous souhaitions recentrer le texte de mission, le faire un peu plus simpliste, toujours dans la même optique. Et ce n'est pas une pratique normale que j'utilise en termes de présentation, mais cette fois-ci, permettez-moi de faire une lecture du texte à l'écran, puisque la mission, c'est celle que le son donne pour notre avenir, et c'est une mission importante à vous partager. Donc, le risque se donne comme mission de développer et opérer un réseau de télécommunications dédié, robuste et sécuritaire, branché au réseau national et au réseau mondial de recherche et d'éducation, répondant aux besoins évolutifs des organisations desservies par le risque. Ici, on voit que nous demeurons toujours dans le domaine de la réseautique, de la télécommunication, certains éléments au niveau sécurité qui ont été ajoutés dans nos textes, certainement. Et on parle ici de besoins évolutifs des organisations desservies. Pour moi, c'est très important. Nous faisons des choses aujourd'hui, mais certainement, on veut suivre la tendance dans vos besoins d'affaires, les besoins et tendances du secteur de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et suivre ces besoins pour y répondre. Au terme de la vision, on a fait aussi quelques ajustements pour déterminer la portée de nos ambitions. Et ici, encore une fois, souhaitons être le leader incontournable en connectivité et en service d'accès à l'information performant et sécuritaire au service de toutes les organisations en éducation, en enseignement supérieur, en recherche, sur l'ensemble du territoire québécois. Ici, nous venons renforcer l'écosystème éducation, enseignement supérieur et recherche, ce qui nous permettra, au terme du développement des affaires, ou regarder quels établissements nous pouvons ajouter comme partenaires sur le risque, de voir comment on est capable de déployer ce réseau à l'ensemble, et cette fois-ci, l'ensemble du territoire québécois, qui est une nouveauté aussi dans le texte de notre vision. Au niveau des valeurs, ce sont des valeurs qui sont vécues à l'interne, qui sont déployées vraiment pour nos employés, pour notre culture organisationnelle, mais que l'on vous partage pour vous mentionner un peu ce que nous avons dans notre tête quand on offre des services. 2 de ces valeurs sont restées dans cette nouvelle mouture du plan stratégique, donc le respect et l'innovation. 2 ont été remplacés par des éléments plus innovants, plus modernes. La première, au terme de la collaboration, les employés nous ont mentionné que nous avions déjà de la collaboration, mais que ce serait intéressant dans nos valeurs de pouvoir étendre cet élément et le privilégier au sein de l'organisation. Et on a ajouté une valeur d'excellence pour avoir des pratiques rigoureuses, bien sûr, et continuer d'améliorer nos services et nos interventions au bénéfice de nos organisations desservies. Fait nouveau dans ce plan, un nouvel élément de fondation a été aussi développé, que j'appelle les principes directeurs. Et les principes directeurs, pour moi, c'est un référentiel qui nous permet de voir si on fait les bonnes choses. Si je prends une image, je pourrais vous dire que notre mission et nos objectifs, c'est le nord. C'est notre vrai nord que nous tentons d'obtenir. Et pour moi, les principes directeurs, c'est en fait notre boussole. C'est les éléments qui nous disent, est-ce que nous sommes sur la bonne voie d'atteindre notre mission et nos objectifs? Au fil du plan stratégique, quand on regarde les principes, quand on regarde les différents objectifs, on se pose des questions sur nos principes directeurs. Est-ce qu'on y répond? Et si on y répond, nous sommes donc dans la bonne voie de réaliser ce vrai nord, cette mission que nous avons. Ces principes directeurs sont au nombre de 6. Et le premier, certainement, c'est que tout ce que nous faisons en termes de réseautique, d'offres de services, c'est pertinent pour nos membres et partenaires. Donc, nous devons faire en sorte que ces éléments-là soient utiles et nécessaires pour vous aider à accomplir votre mission. Nous souhaitons aussi tirer profit des technologies innovantes. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un modèle en particulier. Demain, vous verrez une conférence sur les communications quantiques. Nous devons rester à l'affût, à l'avant-garde de ces développements technologiques. Et j'en ai d'autres à vous proposer à l'intérieur des différentes priorités et objectifs du plan. Bien sûr, on veut une organisation qui est saine sur le plan financier. Le risque d'un organisme à but non lucratif est là, bien sûr, s'assurer que les services sont bien fournis aux établissements, mais que nous sommes dans une situation confortable financièrement, et c'est le cas depuis plusieurs années. Nous sommes très contents de cette situation, et donc ça devient un élément fondateur des décisions que l'on prend pour aller de l'avant avec notre plan. On veut aussi avoir une capacité à réaliser et soutenir les initiatives à long terme.
les gens de mon équipe vous diront que j'utilise souvent, peut-être trop souvent, le mot pérennité. On veut pérenniser nos services, s'assurer que ce que l'on met aujourd'hui, c'est des choses qui sont viables à long terme, qui sont utiles à long terme, mais qu'on peut aussi se payer et garder en service pour une longue période. On a ajouté 2 éléments, donc au niveau de l'environnement, du social et de la gouvernance, avoir une perception particulière autour de ce que le risque peut faire sur le plan environnemental, être une organisation socialement responsable et en termes de gouvernance, poursuivre l'excellent travail qui est fait autour de nos instances, autour de nos décisions d'affaires et bien sûr poursuivre dans cette vision. Et enfin, la dernière et non la moindre, avoir une entreprise là, qui permet de faire l'équité, la diversité et l'inclusion de l'ensemble de nos employés ou des gens qui collaborent avec nous. Donc, on veut se donner des principes importants dans ce sens qui sont, pour certaines de vos organisations, nécessaires ou imposés sur le plan gouvernemental. Ce n'est pas le cas du risque à ce moment, mais on veut s'assurer qu'on respecte les individus et que les gens ont une opportunité de se développer au sein de notre organisation, peu importe les situations dans lesquelles elles se trouvent. Alors, si on rentre dans les différentes priorités, laissez-moi débuter avec la première priorité qui est bien sûr le cœur de notre mission, qui est le réseau de télécommunications. On veut donc poursuivre le développement d'un réseau accessible, robuste et sécuritaire. Quelques objectifs spécifiques sur cette priorité. En premier, analyser et capter les opportunités pour les fibres optiques des centres de services scolaires. Nous avons eu des échanges avec certains d'entre vous autour des centres de services scolaires et aussi du ministère de l'Éducation. Il existe un vaste réseau de fibres optiques qui est géré par les centres de services scolaires. Quelquefois, c'est des subventions obtenues il y a une vingtaine d'années dans le cadre du branchement Ville et Villages branchés. D'autres fois, c'est des besoins institutionnels qui ont permis le développement de ces réseaux. Et on doit déterminer, est-ce que le risque peut ajouter de la valeur à ce réseau? Est-ce qu'il y a des éléments qui devraient être pris en charge par le réseau, ou comment on peut être complémentaire au réseau des fibres des centres de services scolaires. Et ce sera un élément où on veut déterminer le positionnement que l'on prend et offrir des services adéquats en ce sens. Deuxième élément, c'est de continuer à analyser et capter les opportunités avec nos réseaux partenaires. Le réseau du risque qui s'étend à la grandeur de la province. Nous avons des partenaires régionaux, que ce soit dans la région de la Gaspésie, l'Abitibi-Témiscamingue ou le nord du Québec. Et ces partenaires ont une valeur ajoutée pour nous. On doit déterminer comment fonctionner, comment interagir, comment brancher les établissements autour de ces réseaux. Et on veut maintenir d'excellentes relations et poursuivre notre développement avec ces réseaux. On veut capter et analyser les opportunités pour relier de nouvelles organisations. Je vous parlais tout à l'heure dans notre vision d'éducation, enseignement supérieur et recherche. Nous avons 163 organisations actuellement branchées sur le risque, mais on veut regarder, est-ce qu'il y a d'autres opportunités? Est-ce qu'il y a des centres de recherche existants qui ne sont pas branchés? Est-ce que l'ensemble des centres collégiaux de transfert technologique sont bien desservis sur le plan de la réseautique? Et pourquoi pas aussi tout ce qui est de l'éducation privée? Plusieurs collèges privés ont besoin de connectivité. Quel est l'état de situation pour les écoles primaires et secondaires privées? Ce sont des questions qu'on va se poser et regarder comment élargir la portée du risque, toujours à l'intérieur de notre mission et de notre vision. Je vous parlais de tirer profit des technologies innovantes. Je vous parlais de communication quantique, certainement pas dans le plan actuel 2021-2024, mais à plus court terme, il y a vraiment des expérimentations à faire dans l'interconnexion sur le 5G ou des satellites à basse altitude. On voit ces technologies poindre, on voit des besoins dans des régions éloignées, dans le nord du Québec. Même certains chercheurs disent, ouais, mais nous, on n'est pas sur le territoire, on est sur un bateau quelque part. On a quand même besoin de collecter de la donnée, de la transférer, d'utiliser les centres de calcul. Donc, comment le risque peut aller chercher ces technologies-là et le relier au réseau? Et enfin, poursuivre, réaliser l'interconnexion avec nos fournisseurs d'infos nuagiques. Nous le savons, le décret de consolidation des centres de traitement de l'information impose à plusieurs d'entre vous la délocalisation de vos serveurs, de vos services qui sont actuellement dans vos établissements. Et l'offre de services du risque permet justement de faire cette connectivité-là avec des fournisseurs privilégiés. Vous avez vu l'annonce que nous avons faite la semaine dernière, la très bonne annonce de cet ajout de partenariat avec Microsoft pour la connectivité Azure Express Route. Et j'aurai la chance de vous donner un bilan de situation sur la connectivité demain, tout près de 14 heures. On fera le tour de l'ensemble de nos partenaires et fournisseurs et vous dire
comment on s'enligne pour l'interconnexion avec ses partenaires. Notre deuxième priorité tourne autour de l'offre de service. L'offre de service que je décline en plusieurs objectifs. La première, c'est de bonifier les services existants au niveau de la connectivité, mais aussi de l'accès à l'information. Donc, s'assurer que dans notre catalogue de services, les services qui sont présents sont utiles et nécessaires. S'il y a lieu, on fera du ménage dans ce catalogue de services, mais aussi voir comment on est capable de bonifier, ajouter certains des services qui sont là. Nous avons eu dans la consultation certains indices que des gens auraient besoin de téléphonie sur IP, donc des canaux SIP. C'est un élément qu'on peut regarder, qu'on veut évaluer. Donc, ça fait partie de cet objectif de bonifier l'offre de service du risque. Ensuite, bien sûr, bonifier l'offre de service en cybersécurité. Nous avons déjà certains services de protection, notamment sur la protection contre le déni de service, et d'autres services qui s'ajoutent maintenant avec des partenariats tiers, que ce soit ceux qui sont financés du côté de Canary, une entente de collaboration avec le ministère de l'Éducation pour des initiatives en cybersécurité pour les centres de services scolaires. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Quels sont les besoins spécifiques des établissements et comment on est capable, d'une façon centrale, offrir des services qui sont à la fine pointe, permettant de répondre à vos enjeux et besoins dans ce domaine? On veut aussi regarder quels sont les services professionnels que le risque pourrait vous offrir. Actuellement, vous nous appelez, on offre de l'aide dans certains contextes, que ce soit la réseautique ou autre, mais dans tous les domaines d'expertise du risque, est-ce qu'il y a lieu de construire une offre de services et de pouvoir vous les offrir sur une base contractuelle, sur une base ad hoc? Mais ces services-là pourraient être d'un grand bénéfice, notamment sur les plus petites organisations qui n'ont pas nécessairement le personnel dédié, spécialisé au niveau de la réseautique ou de la cybersécurité. Et ce sera intéressant de voir jusqu'où cette offre pourra être développée. Enfin, développer et structurer une offre dédiée, spécifique pour la recherche. On sait que la recherche a beaucoup de besoins en termes de communication, de transfert de données. On n'est pas beaucoup présent en amont. On sait que les vice-recteurs à la recherche, les bureaux de la recherche dans les universités, possiblement aussi les centres de collégiaux de transfert technologique, ont besoin de rédiger des demandes de subvention. On pourrait être en appui à ces demandes en disant quels sont les coûts spécifiques dédiés pour certains besoins en recherche et voir comment poursuivre l'étendue avec nos parties prenantes, avec l'Alliance numérique canadienne ou avec Calcul Québec, comment le risque pourrait bonifier ses offres au bénéfice de la recherche. Sur la troisième priorité, on veut consolider et développer des partenariats stratégiques. Nous avons actuellement de très bons partenaires stratégiques. Je les mentionnais plus tôt, les gouvernements, ministère de l'Éducation, ministère de l'Enseignement supérieur. Cette année, nous nous sommes rapprochés d'Infrastructure Technologie Québec, l'ITQ, pour voir la complémentarité que nous avions avec eux sur les besoins en connectivité, sur les centres de données, comment on pouvait interagir dans ce sens. Donc, on veut continuer à prendre ces parties prenantes, développer avec eux de saines relations d'affaires. On veut aussi rehausser la visibilité du risque et de ses services. Vous avez été nombreux à nous dire « Je consomme certains des services du risque, mais il y en a d'autres que je ne connais pas bien ou je ne connais pas la carte complète des services du risque. » Nous allons faire un effort important pour mieux catégoriser notre catalogue de services et aussi vous proposer une meilleure visibilité sur l'impact et sur le bienfait de ces services et à vous de déterminer si les services répondent bien à vos objectifs et à votre mission. Mais il faut au départ bien les documenter pour qu'ils soient accessibles et visibles pour vous. Et bien sûr, développer de nouveaux partenariats stratégiques. Le risque n'existe pas seul dans cet écosystème. On a un nombre de parties prenantes que nous pouvons développer. Nous avons fait cette année un nouveau programme pour développer ces parties prenantes. Elles ont été inventoriées, sélectionnées et des stratégies de communication particulières ont été faites. Donc, nous allons poursuivre ces travaux pour améliorer le rayonnement du risque à travers d'autres parties prenantes. Sur la priorité 4, notre dernière priorité, bien sûr, on veut considérer l'efficience organisationnelle sur plusieurs plans. Nous avons déjà parlé largement de la partie du réseau, des services, des parties prenantes, mais de façon plus spécifique à l'interne. Nous souhaitons rehausser nos pratiques en ressources humaines. On parlait tantôt d'une organisation
diversifiée, équitable, inclusive, nous avons à mettre des pratiques en place. On doit aussi s'assurer de répondre à différents contextes, notamment la nouvelle loi sur les normes de santé et sécurité au travail, et aussi travailler sur notre recrutement, peaufiner nos méthodes de recrutement, faire de l'attraction pour le risque, afin de combler les postes de fine pointe que nous avons à combler. Sur le plan de gestion financière, certains points spécifiques, on a des politiques de gestion financière que l'on veut améliorer, développer des indicateurs de performance. Tout ça au bénéfice de poursuivre l'excellent travail qui est fait actuellement sur le plan financier, mais aussi d'assurer, comme je disais, d'avoir une organisation saine sur le plan financier. Nous souhaitons aussi rehausser nos pratiques sur le contexte législatif et réglementaire. Je vous parlais notamment de la loi sur la santé et sécurité au travail, mais il y a eu plusieurs rafraîchissements législatifs qui ont été faits au cours des dernières années et des mois qui viennent impacter le risque. Donc, le risque devient maintenant dans la portée de cette nouvelle loi. Notons celle qui doit venir de la langue française. Donc, ils ont réduit le nombre d'employés qui sont nécessaires pour être éligibles à la loi. Donc, nous sommes maintenant dans ce giron. D'autres lois sur la protection des renseignements personnels, entre autres, qui est votre réalité aussi, devront adapter, assurer de bien répondre aux requis de ces nouvelles lois. Donc, c'est de faire un tour de ce contexte, s'assurer qu'on a une bonne vigie de ces éléments-là, poursuivre dans notre gestion documentaire et améliorer le suivi de ces éléments. Et enfin, notre dernier objectif au plan, c'est de rehausser nos pratiques en gestion de risque et en continuité des affaires, s'assurer que nous avons le plan de continuité d'affaires, une politique spécifique en gestion de risque avec un plan dédié pour mitiger les risques qui ont été identifiés par l'organisation. Tous ces éléments, dans tous ces aspects, en ressources humaines, en gestion financière, dans le contexte législatif réglementaire, gestion de risque, continuité des affaires, sont des sources de vigilance pour nous. On veut s'assurer de poursuivre l'excellent travail que l'on fait, être en amélioration continue, les façons de faire, revoir certainement nos pratiques dans certains domaines pour être plus agile, plus efficace, plus efficient et vous offrir d'excellents services. Voilà, c'est notre plan stratégique 2021-2024, un travail important, colossal qui a été fait. Bien sûr, j'aimerais remercier l'équipe de direction qui m'a accompagné dans ce grand travail, l'ensemble des membres et partenaires qui ont été généreux dans vos commentaires, dans le nombre de répondants qui ont répondu à cet appel, toutes les personnes qui ont contribué à nos comités, je nommais tantôt le comité stratégie, notre groupe de travail de recherche qui a été mis en place pour la définition de ce plan, et bien sûr nos instances de gouvernance toujours très généreuses de leur temps, leurs commentaires, leur bienveillance à l'égard de la continuité des affaires pour notre organisation. Ce plan sera déployé pour les 3 prochaines années. Nous sommes déjà en action puisque notre année financière 2021 débutait au 1er juin. Certains éléments sont déjà en travaux de notre côté. Les rapports seront présentés sur une base trimestrielle à nos instances de gouvernance. Et il nous fera plaisir de vous partager l'essence des exécutions ou des réalisations année sur année lors de notre Assemblée générale annuelle. Sur ce, je vous souhaite un excellent colloque 2021. J'espère vous croiser nombreux à travers les tables, à travers les différentes participations à ces différentes activités et souhaite pouvoir vous retrouver très bientôt en personne pour une nouvelle édition du colloque l'an prochain. Merci. Merci beaucoup, Richard Lacombe. C'est fascinant de voir tout ce que vous avez sur votre planche de travail. Quand je pense à tout ce que vous faites déjà pour vous suivre de près. Et je garde en tête, et j'ai bien hâte à demain pour la communication quantique dont vous parliez dans votre présentation. Donc, on en est rendu. C'est la première conférence qui se termine. Encore, merci beaucoup, Richard Lacombe. Il y avait Marc Denoncourt qu'on a entendu pour le mot de bienvenue. Et juste avant de vous laisser aller, profiter de l'écosystème. Je veux juste avec vous faire un petit tour, j'allais dire, de la pièce virtuelle. Si vous regardez en haut de votre écran à droite, vous allez voir un icône avec 2 petits bonhommes. C'est écrit réseautage. Si vous cliquez là-dessus, vous allez voir tous les gens qui sont présentement branchés sur la plateforme et avec qui vous pouvez vous entretenir virtuellement. Sinon, de l'autre côté, à gauche, vous allez voir, il y a une barre de menu avec différents icônes. Bon, évidemment, il y a la petite maison pour revenir à l'accueil, mais
vous avez une caméra en deuxième lieu, et ça, c'est l'icône qui est très important lorsque vient le temps de revenir à des événements. Par exemple, là, on va se laisser aller pour la pause, mais à 14 heures, il faudra revenir pour entendre la seconde conférence avec la représentante de Canary, qui va nous Catherine Anthonysen, qui va nous présenter une conférence intitulée Canary tous ensemble. Mais entre-temps, donc, et en passant par la petite caméra, vous pourrez sélectionner cet événement-là. Mais entre-temps, moi, je vous invite à toujours sur ce petit menu qui est à gauche, vous allez voir, il y a comme une petite cabane, un petit kiosque. Ben, c'est là, en cliquant là-dessus, que vous allez voir vous allez pouvoir vous rendre au salon des exposants et aller visiter virtuellement et entrer en contact avec les exposants pour entrer. Alors, que vous visitiez les exposants ou que vous ayez faire un tour du côté du réseautage pour jaser avec des gens, comme vous le feriez en vrai, finalement, la seule différence, c'est que votre café, ben, c'est vous qui vous l'offrez, c'est pas offert par le risque. Ben, je vous souhaite une bonne première pause. On se retrouve à 14 heures pour la suite avec une présentation, cette fois, de Canary.